Donc déjà, Anticorps, son activité, c'est une activité de lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. Et en fait, 80% de l'activité de l'association est judiciaire. C'est-à-dire qu'Anticorps est un acteur qui porte plainte contre des responsables publics soupçonnés de corruption. On a actuellement plus de 160 dossiers en cours au niveau national où nous sommes plaignants ou partie civile contre des élus et des fonctionnaires et des sociétés lorsqu'on est dans des dossiers de prise illégale d'intérêt ou de favoritisme, où des sociétés sont également impliquées au titre du recel. Et on a 85 groupes locaux dans les départements qui eux aussi mènent un contentieux. Donc en fait, si on prend tout le contentieux ensemble, on est quasiment autour de 500 dossiers de corruption qui sont gérés par l'association actuellement. C'est intéressant de vous dire pourquoi on le fait, parce que, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le faire en France, parce que ça explique énormément à quoi sert l'agrément. Donc en fait, en France, quand on porte plainte, on va voir le procureur de la République. Le procureur de la République n'est pas indépendant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas courageux, mais il n'est statutairement pas indépendant. C'est la Convention européenne des droits de l'homme qui l'a dit en 2010. Il n'est pas indépendant, grosso modo, parce que l'évolution de sa carrière dépend du ministère de la Justice. Et parallèlement, un deuxième fait, il bénéficie de l'opportunité des poursuites, ce qui veut dire qu'il peut classer sans suite une affaire, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays européens. Et troisième donnée qui est importante, c'est que même si la corruption a été chiffrée le coût de la corruption a été chiffré à 120 milliards d'euros par an en France, ce qui est même plus que l'évasion fiscale, les citoyens ne sont pas considérés comme victimes au sens judiciaire. Ça veut dire qu'un citoyen ne peut pas se constituer partie civile dans l'affaire Pénélope Fillon, malgré le fait qu'elle est présumée innocente, malgré le fait qu'on la suspecte d'avoir détourné plus d'1 million d'euros au préjudice des finances publiques. Donc en fait, il y a le fait que le procureur soit pas indépendant, c'est pas très grave dans des affaires de cambriolage ou autres. En revanche, quand on parle de dossiers politico-financiers qui impliquent potentiellement les plus grands responsables publics de l'État, là il y a souvent des problèmes en fait, parce que pour un proc attaquer quelqu'un qui est proche du gouvernement, qui est proche du ministre de la Justice, avec le risque d'être muté à Mayotte, en fait c'est un vrai risque. C'est pas forcément des ordres qui sont donnés dans des dossiers, mais il y a de l'autocensure, comme il y a de l'autocensure dans la presse avec le secret des affaires, comme il y a de l'autocensure dans beaucoup d'endroits où il ne devrait pas y en avoir. Donc il y a évidemment des procs qui font leur boulot courageusement, mais il y en a aussi qui ne le font pas. Et il y a eu beaucoup de classements sans suite comme ça dans ces affaires-là. Ce qui a donné un sentiment complètement légitime d'impunité d'une certaine classe politique, et ce qui a mené des citoyens à s'engager contre la corruption, et ils l'ont fait à travers des associations anticorruption. Aujourd'hui, il y a 3 grosses associations que sont Sherpa, Transparency International France et Anticorps. Anticorps a perdu son agrément, les 2 autres ont encore cet agrément. On a commencé le combat judiciaire dans les années 2000, la fin des années 2000, en disant que parce que nos statuts, parce qu'on avait pour mission de lutter contre la corruption, on était victime de la corruption. Et la qualification de victime permet de faire quelque chose qui est très important, qui est de contourner le classement sans suite du procureur qui n'est pas indépendant pour aller saisir un juge d'instruction qui lui est indépendant. Et en fait, c'est ce geste que nous on fait qui est vraiment la plus-value d'Anticorps. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher des dossiers sur le bureau d'un proc pour les amener à un juge d'instruction qui, lui, ne peut pas subir de pression. Enfin, il peut en subir, mais c'est très très dangereux de faire pression sur un juge d'instruction. C'est déjà arrivé, mais il ne peut pas être muté, il ne peut pas perdre son boulot, il ne peut pas perdre une partie de son salaire, il ne peut pas subir de représailles sur le papier en tout cas. Donc ça, c'est notre valeur ajoutée principale, qui est d'empêcher que des dossiers politiques soient enterrés, en fait. Et donc on le faisait au départ dans les années 2000. En 2009, il y a une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence des biens mal acquis, qui a été obtenue par Transparency International France, qui vient de la chambre criminelle de la Cour de casse, qui tout d'un coup dit les associations qui ont 5 ans d'existence peuvent se constituer partie civile contre la corruption. Et de manière très large, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'articles du code pénal qui étaient inclus dans cette possibilité de se constituer partie civile.
Donc quand même une reconnaissance par la justice de l'importance de ce geste-là, de ce geste citoyen-là de saisir un juge d'instruction. Et quelques années plus tard, en 2013, le gouvernement a décidé de créer un agrément, donc de légiférer, en tout cas de façade pour consolider cette action citoyenne contre la corruption. Sauf qu'en fait, ils ont réduit le champ d'action contre la corruption, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus agir que de l'article 432-10 à 432-15 contre 432-21 avant. Ça ne dit absolument rien évidemment, mais je vais vous dire sur quelle infraction on travaille. Et surtout, ils ont créé une liste de conditions pour certaines qui sont extrêmement vagues. On sait très bien que les conditions vagues, ça permet quelque chose d'évident qui est l'arbitraire. Et surtout, ils ont donné le pouvoir d'octroyer cet agrément non plus à la justice, mais au ministre de la Justice. Ils ont déplacé le pouvoir d'octroyer l'agrément du judiciaire à l'exécutif. Et on a obtenu cet agrément en 2013, on l'a réobtenu en 2015 et en 2018. Et en 2020, on l'a redemandé et ça a été un enfer pendant des mois. On s'est pris une tempête médiatique monumentale. On avait jusqu'à 4 articles dans la presse tous les jours. On a été accusé de cacher le nom de donateurs qui auraient des visées politiques. Alors, pour rappel, Anticor, en fait, on n'a pas de subvention publique, donc on n'a pas les problèmes qu'a l'OIP en ce moment et qu'ont beaucoup de structures. On n'a pas de dons d'entreprise. On est financé uniquement par des personnes physiques via les cotisations qu'on a eu émis adhérents. Via les cotisations et les dons. Et on a beaucoup de dons en fait, on a beaucoup de personnes qui ne veulent pas spécialement être adhérentes mais qui veulent donner. Et donc on a été accusés par voie de presse, par Le Point, par M. Zemmouri, par le JDD, par Valeurs Actuelles. Il y a toute une presse qui nous est tombée dessus de manière extrêmement brutale. En janvier 2021, nous on a décidé de batailler. On a mobilisé tous les journalistes qu'on connaissait. Et on a une chance à Anticor, c'est qu'on connaît beaucoup de journalistes parce que les affaires politico-financières intéressent la presse, c'est évident. Et on a réussi quand même à mobiliser énormément de personnes autour de notre agrément. Et on a fini par avoir un agrément en avril 2021 qui était très mal rédigé, puisque pour le coup c'est Jean Castex qui nous a donné l'agrément, donc l'ancien Premier ministre, parce qu'on a porté plainte contre Éric Dupond-Moretti pour prise illégale d'intérêt. C'est ce procès qui a donné lieu, cette plainte qui a donné lieu au procès devant la Cour de justice de la République qui vient de finir en relax au mois de novembre. C'est pas la seule plainte qu'on a déposée contre des personnages extrêmement puissants. En France, on a porté plainte contre Alexis Collère, qui est secrétaire général de l'Élysée. Il a été mis en examen. Je crois que son renvoi en correctionnel a été demandé. On a porté plainte contre Richard Ferrand, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale. On a porté plainte dans l'affaire Alstom, qui est le rachat d'Alstom par General Electric, qui est une affaire qui implique Emmanuel Macron. On a porté plainte contre Anne Hidalgo sur l'affaire de la Tour Triangle. On a porté plainte contre Mélenchon dans l'affaire des comptes de campagne de 2017. On a vraiment beaucoup bousculé, beaucoup dérangé, beaucoup agacé des personnes qui ont beaucoup de pouvoir. Et donc on a eu cet agrément, je pense, sous pression médiatique. Vous parliez de pression médiatique, bah oui, c'est évident en fait, hein, quand beaucoup de médias très écoutés se mettent à parler d'un sujet, ça fait bouger les politiques, et je sais même pas s'il y a autre chose qui fait bouger les politiques aujourd'hui, parce que en fait, même les rassemblements citoyens, même des articles isolés, à mon sens, ils n'y arrivent plus. Et donc on a eu un agrément, mais il était mal rédigé. Après, il y a deux adhérents qui ont attaqué l'arrêté pour demander que cet arrêté soit annulé. Parce que dans l'arrêté, en fait, Jean Castex disait qu'on avait des problèmes de transparence des dons, ce qui était ridicule parce que on a juste respecté la loi, hein, le RGPD. Je risquais 3 ans de prison si on ne respectait pas ces règles-là. Il disait aussi qu'on n'avait pas de commissaire aux comptes, ce qui était faux. On avait déjà un commissaire aux comptes depuis 1 an. La loi le rend obligatoire une fois qu'on dépasse un seuil de dons du public.
Et il disait qu'on avait des administrateurs qui contestaient le respect de nos statuts, ce qui est vrai, sauf que c'est en cours. Ils ont attaqué l'association devant le tribunal judiciaire. Je pense qu'on va gagner. Enfin, on ne peut pas se baser sur des accusations qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice, quoi. Et il disait aussi il disait oui, il se passe ça, mais Anticorps s'est engagé à prendre un commissaire aux comptes qu'on avait déjà et à améliorer ses statuts. Et en fait, le tribunal administratif a dit vous ne pouviez pas constater qu'il y avait tel et tel problème et vous baser sur un engagement futur pour remettre l'agrément. Ce qui en soi est vrai, sauf que en fait, les problèmes sont inexistants, en tout cas, ils ne pouvaient pas les acter. Et on ne s'est jamais engagé à changer les statuts pour améliorer les choses, c'est parfaitement faux. En plus, on avait déjà eu un agrément en 2015-2018 sur les précédents statuts, donc ça n'a aucun sens. Mais c'est un problème de légalité interne, en fait, qui a fait que le tribunal administratif, de toute façon, n'avait pas le choix. Parce que quand la motivation d'une décision administrative est mauvaise, ça amène à l'annulation de cette décision. Donc on est toujours en cours, on est devant le Conseil d'État pour obtenir l'annulation de l'annulation et récupérer notre agrément de 2021 parce qu'il a été annulé en juin, il a été annulé rétroactivement, ce qui veut dire que ça remet en cause toutes nos concessions de partie civile depuis avril 2021. C'est un enfer à gérer. J'étais encore au téléphone avec un de nos avocats là, on se prend des tsunamis de demandes d'irrecevabilité dans tous les dossiers. On reçoit même des demandes de remboursement des dommages et intérêts qu'on a perçus. Heureusement, c'est pas une source de financement importante pour Anticorps, donc ça va aller. Et nous, on a toujours mis de l'argent de côté en cas d'attaque, donc on va résister financièrement. Moralement, ça va aller aussi, même si, bon, en fait, ça fait 4 ans qu'on est en permanence attaqué sur cet agrément. Moi, je considère en fait que ça devait être une autorisation pour faciliter l'action anticorruption, l'action citoyenne anticorruption. En fait, c'est une procédure bâillon. Moi, ça fait 4 ans que je suis en permanence en train de me battre pour avoir le droit qu'Anticorps est un outil de lutte, ce qui est complètement fou. Notre métier à nous, c'est de recevoir des lanceurs d'alerte, monter des dossiers, saisir le procureur de la République. Et en fait, on est complètement submergé par cette question d'agrément depuis 4 ans. Un peu fatigué, quoi, de se dire en fait, ça, c'est que l'outil. C'est que l'outil qu'on essaye de récupérer. Mais bon, on a une super équipe et ça va et on va se battre, mais c'est vrai que la question de la stratégie inter-asso est hyper importante pour nous. Donc c'est pour ça que j'avais participé à Action Droit et Démocratie et que Anticorps a aussi participé à DMS. Évidemment, donc on voudrait aussi permettre à d'autres associations de monter en compétence sur nos sujets parce que en fait, corruption ça coûte 120 milliards par an, 3 associations pour lutter contre la corruption, c'est pas assez, quoi. Il faut que d'autres structures se créent, qu'elles montent au créneau. Donc on est complètement d'accord pour aider d'autres associations à monter en compétence, demander l'agrément, évidemment. Donc on a perdu cet agrément en juin. Comme on savait qu'on allait le perdre, étant donné qu'il était mal rédigé, on a déposé le même jour une nouvelle demande, où là, Madame Borne nous a fait passer le message que ça allait être géré hyper rapidement, pas de souci. Là encore, parce qu'il y avait à ce moment-là une tension médiatique importante. On a convoqué une conférence de presse, il y avait énormément de journalistes. Bon, en fait, rien à voir. Hein. C'est-à-dire que l'agrément, ils ont 4 mois pour répondre, ils peuvent demander 2 mois supplémentaires s'ils le veulent. Donc, 23 juin, 6 mois supplémentaires. Comme je suis une grande stratège, je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'on est arrivé à la veille de Noël. Bon, en fait, c'était le 27 parce qu'il y a un système de récépissé, tout ça. Et Madame Borne, qui est potentiellement mise en cause dans le dossier La Tour Triangle, puisqu'elle était directrice de l'urbanisme de la mairie de Paris en 2013-2014, qui est potentiellement mise en cause dans un autre dossier dans lequel on a porté plainte, que sont les concessions d'autoroute, puisqu'elle était au cabinet de Mme Ségolène Royal à l'époque, à négocier avec les sociétés concessionnaires d'autoroute. Était en conflit d'intérêts, on l'a prévenue quand on a déposé la demande, et elle s'est déportée 6 mois plus tard, le 23 décembre. Elle a donné la patate chaude à Madame Colonna,
ministre des Affaires étrangères à l'époque, je ne sais pas trop pourquoi, qui ne nous a pas répondu. Et pour l'agrément, le système en tout cas qui est prévu par la loi est que s'il n'y a pas de réponse, c'est un refus. Donc on s'est retrouvé quand même après 4 mois, plus 2 mois de prorogation que normalement on demande parce qu'on a besoin d'étudier le dossier, face à un silence. Et début janvier, on a demandé les raisons du refus implicite, ce qui est un droit qui est prévu par le Code des relations entre le public et l'administration. Donc on a demandé les motifs du refus implicite et ils avaient un mois pour répondre et là encore on n'a eu aucune réponse. En fait on est très clairement face à un gouvernement qui ne veut pas qu'on agisse, hein, il ne veut pas qu'Anticor agisse, c'est évident, mais qui n'a plus aucun grief à nous renvoyer. Et ça c'est quand même fou parce que c'est un gouvernement qui se met dans une situation d'illégalité lui-même parce qu'il devait nous répondre en janvier, ils ne l'ont pas fait, et en fait, il n'y a plus aucun argument qui leur permette de nous répondre. On a redéposé une autre demande, cette fois-ci devant Gabriel Attal, puisque le ministre de la Justice est toujours en conflit d'intérêt vis-à-vis d'Anticor. Donc on a un nouveau dossier, je leur ai demandé hier où est-ce qu'ils en étaient, parce qu'en fait, notre demande, maintenant, ça fait 8 mois qu'ils l'ont quand même. Et je pense qu'ils sont dans la stratégie du pourrissement total. On a saisi le tribunal administratif du coup sur le refus implicite de décembre 2023. Ça va prendre 1 an et demi. Voilà, là on est dans une situation où potentiellement sur l'année qui vient, Anticor sera très fortement empêché d'agir. Alors comme on ne tient pas en place, on a mis plein d'autres choses en route et je vous en parlais parce que c'est très intéressant sur l'action citoyenne. Mais bon, quand même, sur ces dossiers-là, on est empêché d'agir pour le futur, on a fragilisé des instructions en cours alors que c'est pas du tout ce qu'on voulait, ce qui crée des tensions avec les juges d'instruction, parce que les juges d'instruction qui ont enfin réussi à faire une instruction sur un homme politique puissant, ils n'ont pas du tout envie qu'il y ait des potentielles causes de nullité dans leur instruction. Donc là, c'est pas touche, on ne bouge pas. On est vraiment assez paralysé. Alors, il se trouve qu'on a compris qu'il y avait une faille dans la procédure d'agrément, qui est que ce délai spécial de 4 mois et silence vos refus, en fait, est irrégulier. Il ne constitue pas une dérogation valable au principe général qui est demande d'un citoyen, 2 mois, silence égale acceptation. Donc en fait, c'est merveilleux qu'il y ait une faille. Et on a saisi le tribunal administratif en janvier sur ce fondement-là. Ils nous ont répondu en référé, ils nous ont répondu qu'il n'y avait pas d'urgence. Là, il se trouve que on commence à avoir Monsieur Guérini, toute la clique qui nous demande de rembourser les condamnations qu'on a perçues de dommages et intérêts. Là, on a un préjudice financier, donc on va ressaisir le tribunal administratif en mettant avant les préjudices financiers, parce que manifestement, le préjudice démocratique, c'était pas intelligible, quoi. Donc on va faire ça. Si on arrive à obtenir une décision positive, c'est-à-dire qu'en tout cas pour l'avenir, on peut redémarrer. On espère que le Conseil d'État va annuler l'annulation, mais ils sont quand même sur une position, le Conseil d'État, pas tellement dans la protection des libertés associatives en ce moment. C'est difficile, quoi. Donc on a du mal avec la juridiction administrative en général à faire valoir les libertés associatives. Parce que globalement, ils nous font comprendre que pour eux, on ne sert pas à grand-chose, ce qui est sympa. Et qu'on n'a pas de préjudice. Enfin bon, on va travailler là-dessus. Ça, si on a un débouché, peut-être que sous 1 mois et demi, on aura un agrément, en tout cas pour le futur. Ce qui ne change pas qu'on continue à batailler sur l'agrément de 2021, parce que nous, on a toutes nos procédures qui sont fragilisées, donc c'est très compliqué. On avait une audience ce matin à la cour d'appel de la Réunion, Saint-Pierre de la Réunion, où là, pareil, même là-bas, ils soulèvent, ils nous sortent tous les arrêts, les derniers arrêts, ils sont au courant de tout. Comme on est hyper actif, on fait plein de choses. On s'est déplacé un tout petit peu sur le combat culturel, parce que ça fait du bien, parce qu'on a compris l'importance aussi du combat culturel avec les années. Surtout que là, récemment, si on regarde les dernières décisions judiciaires en matière de corruption, la relaxe d'Éric Dupond-Moretti, la relaxe du SOP, la relaxe qui a été relaxée encore, il y en a un troisième.
On a un peu l'impression que c'est l'ère de la relax qui arrive et qu'il faut intensifier le combat culturel pour que ces situations-là ne soient pas acceptées parce que la réalité, c'est que c'est terrible. De cette corruption, il y a énormément de préjudices, beaucoup de souffrances, parfois il y a des morts. Je t'en parlerai si vous voulez, si on attend. Donc on a créé un festival de cinéma sur la corruption, là en décembre. On va le faire tourner dans nos groupes locaux, un peu partout en France, pour ceux qui ont envie de l'organiser. Et on a créé un jeu de cartes sur la corruption, qui est très marrant. On est en train de revoir, parce qu'en fait la corruption a tendance à beaucoup gagner. Donc on va essayer de redresser un peu la situation, même si c'est assez fidèle à la réalité. On est en train de travailler sur une série fiction. On a trouvé un auteur et un producteur et on est en train de chercher un diffuseur. On a pris un des dossiers d'Anticor et on a fait le fil rouge d'une série fiction qui sera peut-être sur Arte, peut-être sur Netflix, France Télé, on est en train de voir. Pour là donner un gros coup dans le combat culturel. Donc ça, voilà, ça c'est sur le culturel. Et donc oui, ce que je voulais vous dire sur le combat citoyen, c'est que en fait, cette question de savoir qu'est-ce que les citoyens peuvent faire contre la corruption, mais je pense qu'on l'a tous dans nos structures sur l'objet de nos combats, elle est hyper récurrente. Moi, j'ai eu pendant des années et je ne savais pas très bien quoi dire d'autre que venez à Anticor, on est une association de citoyens, ensemble, on lutte contre la corruption, on porte plainte, c'est un combat qu'on peut mener ensemble, ce qui est vrai, évidemment, et l'association a beaucoup grandi, donc c'est très bien. Mais en même temps, on avait envie de réfléchir à des solutions contre quand même une espèce de désespoir sur le terrain. Du coup, on a lancé 2 projets informatiques. On a lancé un projet avec un petit groupe de 3 geeks très sympas qui ont créé 2 sites internet. Et ces 2 sites internet vont permettre à tous les citoyens d'accéder à tous les documents administratifs de toutes les collectivités locales. Donc en fait, on a lancé un robot qui a scanné les sites internet de toutes les collectivités à tous les étages, toutes celles qui ont un site internet, parce que c'est pas obligatoire pour toutes, et toutes celles qui ont l'obligation de publier les documents administratifs en vertu de la loi République numérique de 2016, c'est-à-dire les communes à partir de 3500 habitants. Et on a lancé ça, ce qui est un outil qui permet de faire un bilan de transparence de toutes les collectivités, et aussi un outil qui permet de trouver les documents, de les prendre, de savoir en combien de clics ils sont disponibles, qui vont nous permettre de faire des stats importantes, et puis de mettre en demeure les collectivités. Par exemple, s'il y en a où vraiment il n'y a aucun document, probablement on fera des saisines tribunal administratif, mais on va le faire un à un, parce que là, aujourd'hui, les citoyens, ils font des recours pour un document, ou les journalistes font des recours pour un document. Donc là, on va plutôt se lancer dans des recours où ce sera 70, 150 documents qui seront demandés devant le tribunal administratif, que ce soit un peu plus efficace quand même. Donc voilà, c'est le premier projet. Le deuxième a débuté au mois de septembre. On a fait un partenariat avec l'École normale sup de Rennes. Et on a eu cette fois-ci 8 étudiants, 4 juristes et 4 informaticiens qui sont en train de créer une intelligence artificielle qui va scanner et analyser tous les marchés publics de France et d'outre-mer pour détecter des alertes de fraude au marché public. Pour l'instant, je leur ai donné 2 thèmes. Le premier thème, c'est le prix manifestement supérieur au marché, qui généralement est un indice, une alerte de financement illégal de campagne électorale. Et le deuxième cas, c'est le recours systématique aux mêmes prestataires ou aux mêmes dirigeants de sociétés, où là, ce qui permet généralement de détecter soit un retour d'ascenseur, soit un lien d'intérêt entre le décideur public et la personne qui a obtenu le marché public. Et là, ils avancent vachement bien, ils sont absolument passionnés et c'est trop bien. Et pour l'instant, on est déjà capable, par toutes les collectivités de France, d'extraire les 10 sociétés qui ont reçu le plus de marchés publics. Ce qui nous permet déjà de faire des constats intéressants, sachant que ça va être
une bombe totale. A priori, au mois de juin, on aura l'outil finalisé. On a du côté d'Anticorps Emma Taillefer, qui est normalienne, qui est administratrice d'Anticorps, qui chapeaute le juridique. Et on a un ponte de l'intelligence artificielle qui était mon amoureux au lycée. J'ai décidé de... Il a porté plainte ou pas? Il a porté plainte ou pas? Non, loin de là. Personne d'ailleurs. Qui a décidé de venir nous aider, donner du sens à sa carrière, où il faisait d'autres choses moins intéressantes pour des groupes coréens. Et donc, lui, il chapeaute le volet informatique et on est en train de travailler pour l'année prochaine un partenariat avec son école, puisque ce projet a donné lieu à des publications déjà, pas scientifiques encore, mais ça arrivera, donné lieu à des publications et beaucoup d'intérêt. Du coup, l'EPITA, qui est l'école où il enseigne, sera intéressé pour l'année prochaine faire un projet de beaucoup plus grande envergure. Je crois qu'on pourrait avoir entre 40 et 50 étudiants pour le coup sur nos projets informatiques, sachant que ce ne sont pas les derniers projets que j'ai en tête, puisque moi j'avais envie de mettre en place un troisième projet, mais qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a des stops juridiques un peu partout, notamment au niveau des données personnelles, mais aussi au niveau du secret d'instruction. C'était de créer une cartographie de la corruption sur la base de nos dossiers juridiques, puisqu'on a une matière assez exceptionnelle et que l'intelligence artificielle pourrait faire des liens entre les dossiers qu'on est incapable de faire. La question, c'est non seulement ces stops-là, mais la question, c'est la recevabilité du travail, évidemment, qui serait rendu par ça. Donc ça, pour l'instant, c'est encore trop ambitieux, mais peut-être qu'en 2025, on se lancera là-dessus. Donc voilà, on a investi d'autres champs dans ce temps un peu de... Puis bon, pour se remonter le moral, parce que c'est vrai que c'est dur aussi, par les procédures Bayon, c'est aussi très dur au niveau psychologique en fait. Hein. L'épuisement, d'être tout le temps happé par cette histoire, c'est infernal. Merci.